Le conseil municipal est ouvert. Il nous faut un secrétaire de séance, Madame Angélique Défend. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Madame Défend, vous êtes la secrétaire de séance et vous pouvez procéder à l'appel nominal. Je vous passe le micro. Béni Arnaud, Présent. Alberto Servet, André Corinne, Audrey Lucide, Bayon Arnaud, Sandrine, Berge Julie, Bournex Marie-Thérèse qui donne sa voix à Suzy, Brun Gérard, Charmant Laurent, Desgranges donc présente, Desgranges Sonia, Jacques Nathalie, présent, Florentin Sabrina, pardon, non, Florentin Grégory, Guédon Alain, Leclerc Suzanne, Cléache. Le Véronique, Le Leclerc Pajot Sabrina, Le Philippe, Poitevin Fernand, Schaffer Bruno, Frifier Lucas et Trouve Gilles. On t'a trouvé, Gilles. Bon, le quorum étant atteint et bien dépassé, nous allons pouvoir délibérer. Avant d'entamer l'ordre du jour, pardon, je voudrais vous proposer que nous commencions par une minute de silence en hommage à Lionel Bergard qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche. Cet artiste pérignon que nous connaissons tous plus ou moins personnellement, déjà, mais aussi par son œuvre qui est assez importante. Et on sait qu'il y a plus de 50 œuvres qui sont répertoriées dans, on va dire, ses chefs-d'œuvre. Et bon, il va nous manquer. Et juste pour cela, déjà, reconnaître au moins l'homme et puis l'artiste. Je vous propose de nous lever, de faire cette minute. Je vous remercie. Merci. Donc, l'ordre du jour appelle en premier point le vote du budget primitif 2020. Donc, je vais passer la parole à notre rapporteur pour ce budget, monsieur l'adjoint aux finances et à l'activité économique, monsieur Gabriel Lelay. Attention, Nathalie. Ah, non, t'inquiète pas. Voilà. Très bien. Nous allons démarrer ça va être la répétition de la plénière. Donc, parce que pour la nuit, il faut que nous votons commune de moins de 500 habitants, le budget par chapitre. 3500 habitants, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, dans les documents que vous aviez reçus, vous avez remis donc, la balance budgétaire par unité. Et ensuite, ce document-là, tranquillement en couleur, il faut prendre page 4. Une proposition pour le budget primitif
Si nous démarrons, dépenses de fonctionnement, donc nous n'avons fait aucun changement depuis la PR, jusqu'à ce matin, nous ne pouvons faire aucune modification. Donc le chapitre 11, dans les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général, 577 100. Le chapitre 12, les charges de personnel, qui n'a pas bougé, 1 420 000. Le chapitre 014, impôts reversés à l'État, 420 000. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, 727 800. Les charges financières, on peut constater qu'elles descendent chaque année, nous traversent ce portefeuille. 35 000 euros. Les charges exceptionnelles, 1 000 euros. Elles sont exceptionnelles, on ne les connaît pas à ce jour. Opération 042, opération d'ordre de transfert en réception, 0. L'année précédente, nous avions la vente de l'appartement à côté de la pharmacie, de 232 en 2017. Le virement à la section d'investissement, c'est l'excédent sur la proposition du budget 2020 entre les recettes et les dépenses, 112 100. Le chapitre 022, dépenses imprévues, 20 000 euros. Si l'on prend dans le dernier semestre, nous avons un chapitre qui dépasse, nous allons faire un virement de ce compte dépenses imprévues. Là, c'est une fait un total de 3 319 000. Des questions, je n'en ai pas reçu depuis la plénière, s'il y en a. Donc, nous passons aux recettes de fonctionnement. Chapitre 64, 0. Si nous avons des remboursements sur les rémunérations, on ne les a pas encore, donc on verra. Ce sera un plus. Les produits de services du domaine de vente diverses, 150 000. Donc, nous l'avons évoqué en baisse compte tenu de la pandémie actuelle qui diminue les recettes et qui diminue aussi certaines dépenses. Impôts et taxes, 2 675 000. C'est un chiffre que nous avons un peu minoré comme d'habitude. Les dotations, subventions et participations, 439 000. Là, c'est un chiffre précis. Nous recevrons 439 000 ou 440 000. Les autres produits de gestion courante, 45 000, ce sont les loyers perçus sur les biens propriétés de la commune. Ensuite, le chapitre 77, produits exceptionnels, 10 000, comme précédemment comité. Nous avions reçu un peu plus de 1 000 euros qui avaient passé dans un autre chapitre. Donc, le budget est équilibré à 3 319 000, dépensé 0,7 en fonctionnement. Des questions sur les recettes. Donc, nous tournons la page, nous passons aux dépenses d'investissement. Le total des opérations figure 1 187 774 10 correspond au document détaillé que vous connaissez, marqué investissement 2019, le document numéro 8. C'est celui-ci qu'il est éventuellement intéressant
détailler et de lire et de se poser des questions. Ensuite, le remboursement d'emprunt, il va y avoir le remboursement annuel de nos collectes, 220 000 euros. Subvention d'équipement versée, 43 000, chapitre 204. C'est ce que nous versons à l'OIR Projet pour les logements sociaux, avec lesquels nous avons signé une convention il y a 2 ans. Ensuite, les dépenses inconnues, 75 000. Là aussi, ça pourra être viré d'un compte à l'autre, de l'école à l'autre, de la mairie à l'école, ou de l'école à la mairie. Voilà, ce qui nous fait un total d'1 525 774 10. Ensuite, les recettes d'investissement. Les dotations, chapitre 1021. Nous avons budgété 165 000. Dès maintenant, nous avons une notification pour 270 000 euros. Si nous faisons les travaux budgétés, nous recevrons 270 000 euros. Ensuite, le FCTVA, c'est le remboursement que nous fait l'État sur la TVA payée en 2019, et pas à 20%, à 16,50%. Donc 120 000. Ensuite, le chapitre 10 226, taxe d'aménagement, 30 000, recettes sur les travaux réalisés dans les appartements et pavillons Pérignon. Chapitre 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 474 735 18 centimes. C'est l'excédent de fonctionnement qui ressort du compte administratif 2019. Ensuite, chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 300 000 euros. Nous emprunterons pas cette année, mais les taux étaient tellement intéressants, on a sûrement intérêt à emprunter, parce que si l'inflation repart dans les 3 ans à 2-3%, on aura peut-être un prêt inférieur à 1%. Une personnalité, je pense, dernier semestre. Ensuite, le chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, c'est l'excédent que nous avons vu tout à l'heure entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, 110 100 euros. Ensuite, le chapitre 024, produit des sessions d'immobilisation. Ça, c'est le bien immobilier. En 2019, c'était l'appartement, sans le Covid. En 2020, nous avons mis 50 000 euros. C'est 5 000 euros, un petit terrain de quelques mètres de la boîte. 5 000 euros. Une promesse de vente a été signée en 1989. On a régularisé en 2020. Ensuite, les 45 000 restants, c'est la plus-value éventuelle que nous ferions à la vente d'un terrain à la SCI qui exploite les locaux de Micropost. Donc, on a ici le chiffre minimisé parce qu'on a dit 45 000, et le produit de la vente serait de 100 000. Donc, les recettes, on a levé toujours à l'axe. Ensuite, l'opération 40, une régularisation de temps en temps de l'agriculture passée. Donc, c'est l'année 0 révision. Et le résultat d'investissement reporté des années précédentes, 275 888 92. Ce qui nous fait un total d'1 525 774 10. Voilà, donc un budget sans problème pour 2023. Donc, sur je vais
Des questions? Des questions, des interrogations? Ça peut toujours se faire après en discutant. Merci Gabi. Alors attends, je peux transporter tout. Tu peux? Non, le fil. On va y arriver. Ah ben mince. Attends, on va le passer par-dessus. C'est l'organisation comme on peut. Voilà. Merci Gabi donc pour ce budget très complet, bien décrit, pour comme d'habitude pour le coup. Comme tu l'as rappelé, c'est un budget particulier avec la crise sanitaire que nous avons vécue et donc on vote tardivement, c'est vrai. Là on est fin juin, normalement ça ne se vote pas aussi tardivement, mais à circonstances exceptionnelles, budget exceptionnel. C'est vrai que 6 mois du mandat sont déjà entamés. Donc maintenant, nous allons faire un budget pour 6 mois, maintenant en espérant que les choses, et on a bon espoir que les choses reprennent leur bon rail. Donc je vais soumettre à votre vote ce budget sur le rapport de notre rapporteur adjoint aux finances avec un budget de fonctionnement de dépenses de 3 319 000 euros, des recettes de 3 319 000 euros et d'investissement en dépenses d'1 525 774 et 10 centimes et de recettes d'1 525 774 et 10 centimes. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour ce budget. Oh, pardon. Le second point à l'ordre du jour appelle le vote des subventions octroyées aux associations locales et la rapporteuse, c'est Suzy Lecléache qui va s'en occuper. Je te passe le micro et je vais t'apporter l'ordinateur. Que les associations entendent bien ce que tu dises. Oui, d'accord. Ah oui, il faut dire le... Bien, à moi l'honneur de vous rapporter la note de présentation sur le vote des subventions octroyées aux associations locales. Donc je vais vous faire un petit laïus que je découvre également parce que je suis novice en la matière et je pense que ça va vous intéresser comme moi ça m'intéresse. Donc, demande préalable. Une demande de la part de l'association est un préalable. Il est fréquent de demander les éléments suivants. Statut de l'association pour une première demande de subvention ou si ces statuts ont changé depuis leur dernière transmission. Composition des instances statuaires, président, bureau, conseil d'administration. Compte du dernier exercice faisant ressortir l'emploi fait de l'éventuelle subvention communale précédemment accordée. Budget prévisionnel pour l'année en cours, mettant en évidence les financements publics attendus et l'autofinancement possible. Compte rendu d'activité détaillé pour l'année écoulée et rapport d'activité prévisionnel pour l'année à venir. Plan de financement détaillé pour un projet de travaux ou d'équipement à réaliser, objet le cas échéant, de la demande de subvention, etc. L'association doit disposer d'une personnalité juridique. Pour bénéficier d'une aide publique, il importe que l'association ait été déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture et que cette action déclarée ait fait l'objet d'une publication au journal officiel. Il est également judicieux, dans le cadre de l'instruction de la demande de subvention en cause, de réclamer la communication des statuts, la composition du bureau et du conseil d'administration, les résultats comptables des années passées, le plan de financement du projet envisagé, etc. Modalité d'octroi. Caractère discrétionnaire. Le conseil municipal est souverain pour attribuer des subventions au tissu associatif local et les subventions ne constituent en aucune manière un droit. La collectivité locale les accordant
ou les refusant à sa discrétion. De même, il n'y a aucune obligation pour la commune de reconduction d'une subvention. Vote du Conseil, l'article L. 2311-7 du CGTC clarifie les règles de versement des subventions par les communes. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Conventionnement, rien ne s'oppose à ce que le conseil municipal affecte la subvention à un objet précis, mais la commune doit toutefois éviter, à travers les conditions attachées à l'attribution d'une subvention, d'intervenir de manière abusive dans le fonctionnement d'une association. La convention définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. En contrepartie, l'association s'oblige à utiliser l'aide reçue pour la réalisation de l'objectif défini de concert avec la commune. Le versement. Une fois la subvention votée par le conseil municipal, elle doit être versée à l'association, sauf s'il est avéré après coup que la démarche de l'association était frauduleuse ou que les justificatifs demandés n'ont pas été remis à la commune. Ensuite, j'ai un tas d'articles, je pense que je vais vous le passer sous silence. Je pense que ça vous suffit ou vous voulez des explications supplémentaires parce que j'ai plein de décrets derrière, je pense que c'est un peu imbuvable. Personne ne les connaît. Voilà. Non. Donc maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous annoncer donc, les subventions aux associations. Donc ce sont des associations qui sont alliées aux subventions qui les ont demandées. D'accord ? Collège Simone Veil, syndicat PE, 400 €. Amicale des agents communaux, 6 800 €. Corps et Cœur Polyvoce, 300 €. Le club Omnisport, 14 500 €. La FNACA, ce sont les anciens d'Algérie, 200 €. Formes et couleurs, 800 €. GDSA Abeille, 150 €. Les croqueurs de pommes, 400 €. À pied les écoliers, 400 €. Université Interage, 100 €. Tennis Club, 1600 €. Format Kids, 500 €. Ce qui nous fait un total de 26 150 €. Les défenses seront prévues au budget primitif 2020, chapitre 65. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. Il y a des 29 000 €. On a voté 29 000 €. Si des fois il y avait une subvention. C'est pas écrit sur mon papier. C'est pas écrit sur mon papier, je ne peux pas vous le dire. Donc c'est voilà. Et dans les Donc, documents qu'on a. D'accord. Ok. À qui? À qui? Non, je ne l'ai pas. Non, on n'a pas. Non. Non. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Oui. Donc le chiffre est pas bon. Donc on a oublié l'harmonie Brouillard qui reçoit 1200 €. Hein? Non, c'est pas bon. Et ça, non mais c'est pas ça, du coup les chiffres sont bons. Oui, mais là, comme on l'a annoncé, on va le modifier dans la délibération. Très bien. À la plénière, on l'avait. Oui, non, mais... C'est pour ça. Merci. Si vous avez des questions. Il y a des questions? Non? Bon. Alors, nous allons procéder au vote. Donc, en rajoutant, comme on l'a demandé, l'orchestre d'harmonie brigade pour 1200 €, donc, vu le rapport que nous a proposé Suzy, donc je vous propose de décider de répartir, comme il a été proposé, les subventions, donc en rajoutant les 1200 € pour l'harmonie brigade, et
Donc les dépenses correspondantes sont prévues au budget primitif de l'exercice au chapitre 65. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour nos associations locales. C'est un vote unanime, quand même. Alors ensuite, nous allons voter maintenant les taux d'imposition des taxes directes locales. Ça va être très rapide, car comme vous le savez, tous les ans, les collectivités doivent voter leur taux pour les impôts, une délibération qui est spécifique, qui se distingue du budget. Et là, la date limite a été annoncée, et c'est celle du 3 juillet. Comme pour les budgets, on devait les voter jusqu'au 31 juillet. C'est pour ça que nous faisons aujourd'hui notre budget et le vote des taux pour les voter rapidement. Alors en effet, la commune entend pour... Ah, c'est un problème de micro, on dirait, non? C'est bon? Ah bon. Elle entend poursuivre son programme d'équipement auprès de la population sans avoir à augmenter la pression fiscale. Donc pas d'augmentation fiscale comme nous l'avions annoncé dans notre programme. Donc nous n'augmenterons pas le taux, les taux que nous pouvons toucher, à savoir que celui en revanche de la taxe d'habitation est gelé suite à la réforme de 2017, donc jusqu'en 2022, jusqu'au 1er janvier 2022, où elle devrait disparaître. Donc, pour 2019, la taxe d'habitation était à 25,59, elle reste à 25,59. Nous pouvons, si nous l'avions voulu, modifier le foncier bâti qui est à 17,50 et nous le laissons à 17,50, et le foncier non bâti à 33,97 et nous le laissons à 33,97. Donc je vous propose comme article unique de reconduire à l'identique les taux de l'année 2019 pour l'année 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Quatrième point à l'ordre du jour, la garantie d'emprunt pour les logements sociaux, impasse de la Grande-Tour. Donc, parmi les aides qu'une commune peut accorder à un bailleur, figurent les garanties d'emprunt. C'est assez fréquent dans le cadre d'une opération de construction de logements. La commune est sollicitée pour garantir un prêt. Et à partir de là, nous avons fait déjà, comme vous le savez, la construction avec la garantie. Et il nous s'agit d'accorder à une hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt montant de 759 000 € qui a été souscrit par l'emprunteur immobilière Croiset auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Donc les gens sont des questions dehors. Donc je vous propose de délibérer comme suit, d'accorder, alors article 1er, d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 759 000 € souscrit par l'emprunteur immobilière Croiset auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro U061288 constitué de deux lignes du prêt décomposé de la manière suivante, 649 000 € sur une durée de 40 ans et 110 000 € sur une durée de 60 ans. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice des discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Et article 4. Autorise M. le maire à signer tout document inhérent à ce contrat de prêt. Et en sachant que sur les 6 logements, nous en avons 3
à attribuer. C'est quand même intéressant de pouvoir aider nos amis Pérignon qui en auraient besoin. Je soumets donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Nous passons au point numéro 5 qui est la création de la commission communale des impôts directs et désignation des membres. Je l'ai retrouvé. Je l'avais caché dans la délibération, en fait. Donc, je ne peux pas vous lire les membres, enfin, je peux vous lire les noms des membres qui sont élus au conseil municipal et qui y siégeront. Comme nous y sommes tous, voilà, ça va le plus vite, c'est que je ne peux pas vous lire en revanche les noms des personnes qui sont extérieures au conseil municipal, puisque c'est une réunion publique, et donc du coup, on ne peut pas communiquer les noms de personnes qui ne sont pas élues. Donc, du coup, je vais vous raconter un peu le rôle de la CCID, qui a un rôle essentiellement consultatif. D'une part, elle donne son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumises, et d'autre part, elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles relativement à la matière imposable dans la commune. Donc, c'est une commission qui se réunit une fois dans l'année, donc ne vous inquiétez pas, on ne vous assommera pas de réunion. Et elle est composée de 8 commissaires. Non, c'est pas 8 commissaires. Ah, non, c'est 16 et 16. Ben oui, ça fait, il nous en faut 32. Ah, voilà, c'est ça, voilà. Ah oui, 8 commissaires, d'accord. 8 commissaires titulaires du conseil municipal, 8 suppléants du conseil municipal. D'accord, on y arrive. Au bout de. Bon, et elle se réunit, oui, je vous l'ai dit, et le mandat des commissaires a la même durée que celui des conseillers municipaux, soit 6 ans. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la liste, du coup, mais je vous propose de l'adopter, je la proposerai par mail, discrètement. Bon, vous les connaissez tous, ceux qui sont dedans. Donc, je vous propose de désigner les 32 membres parmi les contribuables de la commune, au directeur des services fiscaux qui choisira parmi cette liste de 16 membres, dont 8 membres seront titulaires et 8 membres suppléants. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le directeur des services fiscaux qui choisira à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, mes chers collègues, de cette unanimité. Maintenant, nous passons au deuxième chapitre de notre conseil municipal, à savoir les institutions et là les indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués. Alors, on a déjà voté les indemnités de fonction pour le maire et pour les adjoints. Maintenant, nous avons des conseillers municipaux qui sont délégués. Comme vous vous souvenez certainement, les indemnités du maire et des adjoints ont été augmentées suite à la modification de la loi. Ce n'était pas prévu en revanche pour les conseillers municipaux délégués. Avec le bureau, et on en a parlé un peu ensemble, il me semblait quand même juste et équitable d'augmenter aussi les conseillers municipaux qui auraient une délégation. Comme dirait Gérard, c'est la plus grosse augmentation du conseil. Donc voilà, avant c'était le taux de l'indice brut qui était à 3%, et là on le passe à 5%, qui correspond à 194,47 € brut. Donc les conseillers municipaux délégués sont les suivants: Marie-Thérèse Bournex pour le jumelage et les animations culturelles, Bruno Schaeffer pour la tranquillité publique, Gilles Trouvé pour la voirie et les réseaux, et Fernand Poitvin pour les bâtiments et patrimoines communaux. Donc je vous propose de fixer le taux de 5% de l'indice brut terminal de l'échelle de rémunération de la fonction publique territoriale inhérente à l'indemnité brute mensuelle de la strate de population d'une commune de Lille à 3 499
habitants. Et article 2, que la présente décision prend effet à compter du 15 juin 2020, date des arrêtés de délégation de chacun des conseillers municipaux délégués suivants, que je viens de vous citer. Article 3, les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget primitif. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour nos collègues de cette unanimité. Point numéro 7, désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, la commission d'appel d'offres, elle est composée pour une commune de moins de 3500 habitants du maire, puisque je suis obligatoirement membre de toutes les commissions, et de 3 membres du conseil municipal titulaires et 3 membres suppléants. Alors, normalement, on va faire un vote à bulletin secret, sauf si vous nous autorisez à faire un vote à main levée. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent faire un vote à bulletin secret? Enfin, un scrutin secret. Julie, tu lèves la main? Non. Bon, je te taquine. Donc, on peut continuer. Je vais pouvoir vous lire les noms des membres proposés. Il faut simplement que je vous précise que son rôle est purement consultatif. Les décisions se prendront bien sûr en conseil municipal. Donc elle doit intervenir pour les marchés publics dont la valeur est estimée en taxes égale ou supérieure au seuil européen en fonction de l'article 14, alinéa 2, qui sont passés en procédure formalisée. Donc les noms qui nous sont proposés pour la commission d'appel d'offres sont les suivants: Gabriel Lelay, Suzy Lebriage, Gilles Trouvé, Sonia Desgranges, Grégory Florentin et Fernand Poitin. Donc, je vous propose en article 1 donc, de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection des membres de la CAO et de procéder à l'élection des membres devant proposer la CAO, qui sont les candidats que je viens de vous dire, en membres titulaires et suppléants. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour nos collègues. Le point numéro 8 à l'ordre du jour est la désignation des membres de la commission de délégation des services publics. Donc là, il s'agit d'une commission à laquelle nous retrouvons pour la délégation de services publics pour la crèche, qui est prévue dans le cadre de procédures de choix du titulaire d'une convention. Et cette commission analyse le dossier de candidature, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et émet un avis sur les candidatures et les offres. En gros, ainsi seront habilités les commissaires dans cette DSP. Pour une commune de moins de 3500 habitants comme la nôtre, il nous faut 3 titulaires et 3 suppléants. Je vous propose les noms suivants. Alors aussi, est-ce que vous voulez procéder à un scrutin secret? Ça va être... Non? Très bien. Alors, je vous propose les noms suivants. Suzy Lepéage, Gilles Trouvé, Grégory Florentin, Sonia Desgranges, Sabrina Pajot et Fernand Poitin. Fernand qui est arrivé en tremble là. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour nos collègues qui vont pouvoir se mettre à l'œuvre de demain matin. Alors là, le gros du spectacle. La désignation du conseiller municipal pour la commission de contrôle de la liste électorale. Il est caché, lui, dans le fond, ce soir. Donc, comme vous le savez, dans chaque commune, alors là, du coup, j'en ai 4 qui tremblent. Qui disent, purée, ça se trouve, c'est moi. Dans chaque commune, il y a une commission de contrôle, donc qui statue sur les recours administratifs préalables
et qui s'assure de la régularité de la liste électorale, ce qui est le plus important. Et à cette fin, elle a accès à la liste des électeurs qui sont inscrits dans la commune et qui est extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres et au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prises par le maire ou procéder par l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. C'est quand même un pouvoir assez important. Donc la commission est composée dans les communes dans lesquelles il y a une seule liste qui a obtenu un siège au conseil municipal lors de son renouvellement. Comme nous n'étions que la seule liste, il n'y aura qu'un seul membre qui nous représentera. Après, il y aura un délégué de l'administration qui sera désigné par le préfet et un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. Donc, notre candidat est Philippe Levesque. Je vous propose donc de le désigner comme conseiller municipal pour siéger à la commission de contrôle et à transmettre son nom à Monsieur le préfet. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci pour Philippe. Philippe, tu seras bien nous représenter. Tu te battras tout seul. Comme dirait Gabi. Oui. Il n'y a plus de diffusion? Si. Je comprends. Je sais pas si... Non, c'est Facebook qui a des problèmes de caméra, mais pas nous. C'est bon. Donc, le troisième chapitre de notre conseil municipal s'appelle aux affaires générales. Donc, le point numéro 10 est la création d'un poste de membre de cabinet. Donc, on en a déjà discuté, mais pour expliquer au public, c'est un collaborateur qui peut avoir une double origine, être contractuel ou fonctionnaire. C'est une personne qui donc est rattachée directement au maire et qui a une rémunération d'un traitement indiciaire qui ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du traitement qui correspond soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de nos collectivités. Après, bon, je ne vous passerai pas les termes d'un contrat pour un collaborateur cabinet, etc. À savoir, bon, que c'est une personne qui gérera davantage l'institutionnel pour nous et en même temps aidera le maire dans ses missions. Donc, je vous propose d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le maire, donc moi-même, l'engagement d'un collaborateur de cabinet. Et conformément à l'article 7 du décret 87-2004, le montant des crédits sera déterminé de façon, alors ce que je viens de vous dire sur le traitement d'insidiaire, et ces crédits sont prévus au budget de la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Alors, le point numéro 11 est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, comme chaque année, il y a une modification des effectifs en fonction, bien sûr, de création de postes supplémentaires comme on vient de le faire, ou alors des suppressions, ou de recrutement d'agents, ou alors aussi, comment dire, de monter en grade, voilà, la création d'un poste de rédacteur, par exemple. Donc nous, c'est ce qui nous est arrivé cette année. On doit recruter des agents en CDD et on doit aussi créer un poste supplémentaire de rédacteur suite à un de nos agents qui a réussi le concours, donc le poste au grade de catégorie 2. Et je crois que c'est celle qui travaille avec Gabi, aux finances. On peut s'en féliciter. Donc, sur ce rapport, je vous propose de délibérer. Alors,
Je vous lis le tableau, ça va être un peu long, je suis désolé. Donc, directeur général des services, 1 an, 1. Collaborateur cabinet, 1. Filière administrative, attaché, 1. Rédacteur, 2. Adjoint administratif principal de première classe, catégorie C, 0. Adjoint administratif principal de deuxième classe, catégorie C, 2. Adjoint administratif, catégorie C, 3. Filière technique. Technicien principal de deuxième classe, catégorie B, 0. Technicien, catégorie B, 0. Ça, c'est quand on a 0, ce sont des postes à pourvoir. Agent de maîtrise, catégorie C, 1. Adjoint technique principal de première classe, C, 0. Adjoint technique principal de deuxième classe, C, 3. Adjoint technique, C, 14. Non, 15, pardon, 15, je me suis trompé. 15. Filière animation, adjoint territorial, animation principale, première classe, catégorie C, 0. Adjoint territorial, animation principale de deuxième classe, catégorie C, 3. Adjoint territorial, animation catégorie C, 6. Filière sociale, adjoint spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles, catégorie C, 3. Au total, 40. Et il vous est proposé de créer 5 emplois non permanents à temps non complet dans la filière animation, au grade d'adjoint animation, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dans le cadre des activités périscolaires et accueil de loisirs. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Je ne vous entends pas, Lucie. Ce sont les animateurs pour le périscolaire, en fait pour les accueils et puis ensuite pour l'étude le soir. Voilà. C'est pour les activités périscolaires. C'est ce qui sont les activités avant, on va dire, l'ouverture officielle de l'école, donc 8h15 à la maternelle, 8h25 à l'élémentaire, et puis après les cours le soir. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'étude aussi, hein, voilà, et la garderie le matin. C'est les termes administratifs, hein, pour le coup. Donc le point 12 à l'ordre du jour est le versement d'une prime exceptionnelle aux agents. Donc c'est dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas non plus comme ça pour faire plaisir. C'est parce qu'on a des agents qui sont méritants, qui se sont lancés lors de la crise sanitaire à corps et âme, on peut le dire, pour aider les pérénions, pour que le service public perdure, pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Et ils ont même créé des services, des services pour le coup, puisque le portage des courses, le portage des médicaments à domicile, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient avant, à part les repas. Voilà, donc, c'est quand même des choses qui se sont créées et qui sont de beaux exemples de solidarité. Et donc, qui méritent, à mon avis, alors là je parle par exemple voilà, de ces initiatives, mais il y a aussi le maintien de tout ce qui était les services techniques et de l'administratif, puisque la population pouvait venir sur rendez-vous pour déclarer un décès, pour déclarer une naissance, quand il y avait des urgences administratives, et il y avait toujours une permanence téléphonique et par mail et par courrier. Donc, pour cela, il mérite quand même une prime. Donc le décret a présenté 3 taux indicatifs de prime déterminés, et qui sont le taux numéro 1 de 330 €, le taux numéro 2 de 660 €. Donc nous avons parmi les agents 5 catégories qui ont été déterminées, ceux qui étaient en télétravail à temps plein, en télétravail à temps partiel, en confinement pour les raisons sanitaires ou garde d'enfants, la présence sur le lieu de travail à temps plein et la présence sur le lieu de travail à temps partiel. Donc, sur la base de 23 agents potentiellement concernés par la prime, 3 services distincts par une présence à plus de 80% sur le terrain et en contact avec le public, les agents du service enfants jeunesse, 8 agents, le service social CCAS, 1 agent,
le personnel administratif, 8 agents, et les personnels des services, du service technique, 6 agents. Donc le coût total de cette mesure pour la ville au chapitre 12, charges de personnel, est de 10 560 euros. Donc la prime exceptionnelle, pour que vous le sachiez, est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions. Donc ce sont des primes qui seraient versées net aux agents. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc à votre vote la délibération que je viens de vous lire. Est-ce que vous avez des oppositions, des abstentions? Ben, je vous remercie pour nos agents bien méritants. C'est Gwenola, notre directrice générale des services, qui dit merci. Merci. Alors, maintenant, chapitre 13, je suis encore dans le budget. Le point numéro 13 à l'ordre du jour est l'autorisation de signature pour la vente des parcelles AA 139, AA 147. C'est le parc de Lucille. Non, elle ne réagit pas. Ah si, ça y est. Non, c'est pas... non, c'est pas... Je plaisante ici. Donc, ce sont les parcelles. Oh, nous ne sommes pas les propriétaires. Ce sont les parcelles qui se situent au niveau du rond-point, le premier rond-point route de... Enfin, d'ailleurs, il n'y en a qu'un, route de Brie, qui sont donc juste à côté de la société Microplast. Et donc, c'est pour justement de vendre la parcelle à la société, les 2 parcelles à la société Microplast, qui, on va dire, a l'ambition de s'agrandir. Quand même, on n'est pas là pour ne pas soutenir nos entreprises locales, donc je pense que c'est une bonne proposition. Donc je vous propose en article 8 d'autoriser M. le maire Lamel à procéder aux négociations en vue de la vente des parcelles AA 139 et AA 147 auprès de la société Microplast. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Ça va de la route de Brie jusqu'à la Rigaude. Vous voyez, quand vous êtes le rue de la Rigaude, vous voyez, quand vous êtes entre les 2 sociétés, voilà, ça va jusqu'à la Rigaude. Donc c'est 1000 mètres carrés, 2286 mètres carrés, et le coût du mètre carré est de 45 euros. C'est une belle opération financière. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Vous vous abstenez? Très bien. Zanodi s'abstient. Merci de cette majorité. Le point numéro 14, alors là, c'est sur les produits du domaine de loyer commercial réduit pour le cabinet médical. En fait, c'est une correction par rapport au vote du 16 décembre 2019, voilà, du précédent mandat. Et donc, du coup, il était initialement prévu à 1 072 euros, donc nous serait trompé, et il faut donc voir 1 097 euros pour porter le loyer mensuel du local, une propriété de la commune, à compter de la date anniversaire du bail, soit le 1er avril. Le locataire s'acquittera de la taxe d'ordre ménager rémunérant quotidiennement, et la recette sera inscrite au budget politique de l'exercice 2020 au chapitre 75. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, mes chers collègues. Donc, maintenant, j'ai quelques communications à vous faire. Alors, la première, c'est que nous avons reçu un courrier du siège qui confirme bien, malheureusement, ce que nous avons prédit, que suite au transfert des compétences induites par les lois MAPTAM et d'autres, notre commune ne peut plus seule
élire ses membres au siège. Et parce qu'en fait, nous ne sommes plus considérés comme membres du siège, c'est l'EPT, donc Grand Paris Sud-Est Avenir, qui est membre pour partie, et la métropole du Grand Paris, puisque l'une s'occupe de l'assainissement et l'autre justement de la génétique. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec les risques de prévention pour les inondations. Donc du coup, il nous faudra négocier avec ces deux organes pour pouvoir avoir des représentants de notre conseil pour pouvoir tout simplement donner notre mot et puis défendre les intérêts de notre village. C'est pas gagné. On fera ce qu'on peut. Ensuite, comme vous le savez, pour certains, il y a eu une inclusion de Rome qui s'est passée derrière le terrain floréac il y a quelques semaines maintenant, et nous avons réussi à évacuer, même on ne peut pas dire qu'il y avait encore une installation, nous avons empêché en tout cas de faire une installation, un peu sans publicité, grâce aux services qui ont été vigilants, encore une fois. Et puis ensuite les élus qui étaient venus et la police nationale qui est arrivée très rapidement. Donc ça a permis d'évacuer quand même une vingtaine de personnes qui pouvaient quand même faire du repérage et qui s'installer. Troisième communication que je voulais vous dire, c'était qu'il y a des travaux, comme vous avez pu le remarquer, sur la départementale rue de Brie en ce moment à Mandres-les-Roses. Ils vont arriver à Périgny. Donc ce sera début juillet, à partir du 6 juillet. J'ai demandé au président du département qu'il soit très vigilant sur la sécurité de l'axe et notamment demandant d'avoir un carrefour surélevé pour sécuriser et puis surtout ralentir les véhicules qui roulent très rapidement. Je rappelle que je ne citerai pas l'entreprise dont le camion a été pris en flagrant délit par le radar qui se situait devant le 94 de Brie, mais en tout cas, ce camion a été pris à 74 km/h, limité à 30. Voilà. Donc, on va tout faire pour que ça casse la vitesse. Et puis surtout pour sécuriser nos enfants qui vont par là à l'école maternelle et au collège. Ensuite, quatrième communication que je voulais vous faire, c'est que nous avons procédé à un tirage au sort pour la constitution d'un jury criminel. Donc des noms ont été par un logiciel, ont été tirés au sort par des services qui contrôlent, bien sûr, et ces noms ont été envoyés au tribunal. Et là encore, tirage au sort par le président et je crois quelques juges pour faire tout simplement ou pas le jury. Alors on ne sait pas si les réunions seront convoquées ou pas. Et à partir de là, nous on aura une notification qui nous le dira. Et cinquièmement, je voulais vous dire, pour finir sur une bonne touche quand même, que la société Assigienne a procédé à un passage de dératisation dans nos locaux et il n'y a rien à signaler, tous nos locaux sont sains. Donc si on vous pose la question, vous pourrez le dire. De mon côté, je n'ai plus rien à vous dire en communication, si ce n'est que j'ai saisi avec mon voisin, enfin mon homologue de Mandres-les-Roses, le ministre de l'Intérieur par courrier pour la non-fermeture d'une classe au collège Simone Veil. Normalement, nous allons faire dans les prochaines semaines quelques actions avec les parents d'élèves. Nous sommes déjà allés sur place avec certains d'entre vous pour manifester. Maintenant, on verra ce qui se passe au niveau du rectorat et puis du ministère. Il semblerait que la décision se prenne d'en haut. On verra. On décidera en priant pour qu'il n'y ait pas une fermeture. Et de l'autre côté, à Périgny-sur-Yerre, on a demandé l'ouverture d'une classe au rectorat, puisque nous avons normalement plus d'élèves, mais ça, nous le saurons au comptage qui se fera en septembre. Donc nous n'aurons pas pour l'instant la confirmation avant quelques semaines. Voilà, mes chers collègues. Eh bien, sur ce, comme l'ordre du jour est épuisé, je vous propose donc
de clore la séance et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.